Ils avaient l'intention d'en faire passer un devant un château flottant. Une énorme erreur. Le 1er avril 2027, alors qu'ils menaient un groupe aéronaval près du détroit de Bab el-Mandeb, l'USS Harry S. Truman, un porte-avions nucléaire de 100 000 tonnes, filait à toute allure dans la mer Rouge. La mer était calme, le ciel dégagé. Puis c'est arrivé. Des alarmes ont retenti. Des écho-radars se déplaçant rapidement et visant directement le navire ont été détectés par les opérateurs radars. Des drones, armés, lancés depuis l'intérieur du Yémen par des insurgés Houthis. Ils avaient déjà tenté cette farce auparavant, mais cette fois-ci, ils voyaient plus grand. Au cours des 2 jours du 1er et du 2 avril, de nombreux drones ont été lancés. Ils ne visaient pas un navire marchand ou un seul navire de guerre. Ils poursuivaient une proie plus importante. Le problème avec l'utilisation de drones commerciaux reconvertis pour attaquer un porte-avions américain est toutefois le suivant. C'est comme lancer une pierre sur un char d'assaut. Vous pourriez effectivement érafler la peinture, mais bonne chance pour percer le blindage. Cette fois-ci, la marine n'a pas été prise par surprise. Les systèmes de défense sont passés en mode d'alerte maximale. Les marins se sont précipités à leur poste. Et le message qui a suivi était très clair. Il s'adressait à tous ceux qui envisagent de tester l'acier américain en mer Rouge, et pas seulement aux Houthis. Que se passerait-il donc si un groupe rebelle utilisait des drones soutenus par l'Iran pour prendre pour cible un super porte-avions américain? Le bruit de l'océan, dirons-nous. Revenons au moment où l'alarme a retenti. En tant que membre du groupe opérationnel 153, un groupe multinational de sécurité maritime qui patrouille l'une des voies commerciales les plus dangereuses au monde, l'USS Harry S. Truman opérait dans le sud de la mer Rouge, suite à une intensification des opérations américaines contre les installations de lancement des Houthis au Yémen. La menace posée par les drones et les missiles des Houthis s'est intensifiée depuis des mois. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était audacieux. Le fleuron de la puissance navale américaine était la cible des rebelles. Tout a commencé dans la soirée du 1er avril. Alors qu'ils atteignaient le périmètre défensif du groupe d'attaque, les radars ont détecté 2 drones de fabrication iranienne, très probablement des Samad 3, des armes de longue portée capables de voler sur des centaines de kilomètres. En quelques secondes, le centre d'information de combat du Harry S. Truman s'est mis en alerte. Le système radar Aegis d'un destroyer de classe Arleigh-Burke voisin a vérifié leur cap. Ils étaient encerclés. Le navire a été submergé d'ordre. Tout le monde à son poste de combat? Quartier général. Les marins ont abandonné leur travail, du pont jusqu'au pont inférieur. Le bruit des préparatifs envahissait l'air tandis que les bottes métalliques martelaient les ponts en acier. Les radios crépitaient de commandes codées. Les écoutilles claquaient et le CIBS vrombissait. Le drone, probablement brouillé ou faussé par les systèmes de guerre électronique de l'un des croiseurs d'escorte, est tombé avant d'atteindre le rayon d'action des armes après avoir légèrement dévié de sa trajectoire. Cependant, le deuxième drone a continué à voler, tournant en rond dans la zone idéale, juste au-dessus du brouillage radar. « Engagé !» fut l'ordre donné. Le phalanx CIWS du Truman, ou CIWS en abrégé, s'est mis en marche en quelques secondes. Il s'agit du dernier rempart du système. Il s'agit essentiellement d'un cerveau radar qui tire 4 lignes 100 coups par minute et qui est relié à un canon Gatling à 6 canons, soit 75 coups par seconde. L'équipage, qui n'est pas très optimiste, l'appelle R2-D2. Comme un feu d'artifice final, des balles traçantes ont illuminé la nuit. Le ciel a été déchiré par un véritable mur de plomb. Quelques secondes plus tard, il y a eu une détonation en plein ciel. Le drone s'est transformé en un amas de débris enflammés qui sont tombés dans l'océan sans causer de dommages. Les Houthis ont redoublé d'efforts le lendemain, le 2 avril. Selon les renseignements, au moins 4 drones ont été lancés consécutivement cette fois-ci. Le groupe de porte-avions était prêt, à environ 80 000 marins. Le premier contact a été établi. Des Missiles Interceptor Standard Missile 2,
SM-2 ont été lancés par les destroyers lance-missiles USS Gravely et USS Mason, qui faisaient également partie de l'écran de protection du Truman. Ces missiles sont les chevaux de bataille de la défense aérienne de la marine américaine. Lorsqu'ils touchent leur cible, ils ne font pas dans la demi-mesure. Leur portée est longue et leur précision mortelle. À haute altitude, 2 drones ont été abattus. Le 3e s'est dangereusement approché. Il a réussi à passer les premières défenses et, évitant de justesse les vagues, s'est retrouvé à moins de 12 000 du Truman. Cependant, il n'est pas allé très loin. Il a été immédiatement mis en pièces par une mer agitée de projectiles de 20 mm provenant d'un autre CIBS. Le 4e drone n'a jamais quitté l'espace aérien yéménite. Le Truman a été contraint de piquer en spirale après que sa liaison radio ait été perturbée par un avion de guerre électronique, un E-8G Growler de la Marine américaine, qui avait été lancé depuis le pont. Il ne restait que des morceaux de drone carbonisés flottant dans l'eau comme des déchets dans la marée. Aucun blessé et aucun dommage aux navires américains. Le message était clair. Vous subirez le même traitement si vous vous approchez à nouveau de nous. Mais ce qui est fou, c'est que cela est devenu monnaie courante. Les Houthis utilisent de la mer Rouge comme terrain de tir depuis fin 2023. Des navires de guerre, des navires de transport et des pétroliers commerciaux. Rien n'était interdit. Mais s'en prendre à un super porte-avions américain, c'est de la folie à un tout autre niveau. Et pourtant, nous en discutons ici. La réponse du groupe d'attaque Truman a été irréprochable. Une discipline totale sous la pression, une défense multicouche et une coordination étroite. Juste une petite question. Si vous aviez été responsable du porte-avions à ce moment-là, comment auriez-vous réagi? Faut-il tirer dès que les drones franchissent le périmètre? Ou faut-il attendre? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous, car ce navire est bien plus qu'un simple morceau de métal flottant, comme vous allez le voir dans un instant. C'est une forteresse dentée. On ne peut pas lancer des drones sur un aéroport flottant et espérer que tout se passe bien. L'USS Harry S. Truman n'a rien d'ordinaire, longue de plus de 3 terrains de football. Ce monstre de 100 000 tonnes à propulsion nucléaire peut lancer un avion de chasse entièrement chargé toutes les 25 secondes. Il s'agit d'une machine de guerre déguisée en ville, et non d'un navire. Les attaques de drones des 1er et 2 avril ont clairement démontré pourquoi il était judicieux de ne pas prendre cet objet pour cible. Les navires de classe Nimitz, dont fait partie le Truman, sont d'énormes porte-avions conçus pour projeter leur puissance partout dans le monde. À bord, plus de 90 avions, plus de 5000 marins et membres d'équipage et une puissance de feu suffisante pour paralyser tout le réseau électrique. Ces défenses ont un but. Elles sont multiples. La première est l'écran extérieur, qui escorte les destroyers et les croiseurs avec des missiles de la série SM et des systèmes Radar Aegis qui peuvent détruire les menaces avant même qu'elles n'atteignent la surface. Viennent ensuite les célèbres tourelles CUS, des intercepteurs à courte portée comme le Missile Evolved Sea Sparrow Missile, AESSM, et le bouclier intérieur. Ces systèmes peuvent verrouiller et détruire une cible de la taille d'un ballon de football grâce à leur rapidité et leur précision. Ils peuvent se déplacer à des centaines de kilomètres à l'heure en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. D+. Le navire utilise des équipements de guerre électroniques de pointe. Il est tout aussi important de s'assurer que l'adversaire ne peut pas vous voir, communiquer avec ses drones ou même se verrouiller sur votre position que de faire exploser des choses. L'arsenal comprend des revêtements absorbant les ondes radar, des brouilleurs et des leurres. Cependant, ni les mitrailleuses ni les missiles ne constituent l'armement le plus puissant du Truman. La coordination est la clé. Des équipages en chemise jaune qui déplacent les avions comme des pièces d'échecs sur le pont. D'envol aux opérateurs radars qui travaillent dans les profondeurs du centre d'information de combat. Chaque membre d'équipage connaît son rôle. Le succès ou l'échec se joue en quelques secondes, et chaque seconde compte. Vous êtes curieux de savoir comment se déroule l'entrée en position de combat sur le navire?
Imaginez la scène. Tous les écrans du CIC s'allument comme un sapin de Noël. Les lumières se passent au rouge et les bottes résonnent dans les couloirs. Le pont d'envol se transforme en un ballet chaotique méticuleusement orchestré, tandis que les pilotes courent vers leurs avions et que l'équipe chargée des armes prépare les missiles Sidewinder et les roquettes. Et le capitaine? Calm, concentré. Il crie des ordres tandis qu'une cible d'1 milliard de dollars glisse paisiblement au-dessus des eaux contestées. Ce navire vous met au défi de réessayer, mais il ne fuite pas. Aucun système n'a mal fonctionné et aucun marin n'a hésité lors des raids de drones en avril. Le Truman a cet avantage. La discipline, l'entraînement et une technologie digne d'un film de science-fiction. Les frappes contre l'USS Harry S. Truman les 1er et 2 avril n'étaient pas arbitraires. Ces drones ont été lancés par vagues, probablement pour tester les temps de réponse de la défense et les fenêtres de détection. Certains ont traversé lentement la mer, d'autres ont volé à basse altitude et d'autres encore ont volé haut. Il s'agissait d'une guérilla aérienne, pas d'une guerre high-tech. Où se procure-t-il ce matériel? Principalement en Iran. Les pièces et les compétences nécessaires à l'assemblage de drones, tels que le Samad 3 et le Kazef-1, sont fournis aux Houthis depuis des années. Le Samad est guidé par GPS, transporte une petite ogive et a une portée de plus de 1000 km. Bien qu'ils ne soient pas d'une précision chirurgicale, ils sont suffisants pour semer le chaos, en particulier lorsqu'ils sont lancés en grand nombre. Le Kazef, imaginez-le comme une grenade volante. Peu coûteux, jetable et conçu pour être efficace. Ils cherchent à surprendre, car ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la puissance de feu américaine. Nous allons maintenant vous montrer comment le Truman a fait en sorte que ces drones n'aient aucune chance. Les Houthis ont donc commencé à menacer la population depuis les airs. Une stratégie désespérée, lente et peu coûteuse. Cependant, ils n'étaient pas préparés à ce qui se passerait si l'un de ces drones osait s'approcher de trop près. Car le Truman, même s'il ressemble à un aéroport flottant, est construit comme une forteresse et ne se contente pas de jouer la défense. Le centre d'information de combat du navire, CIC, est passé en mode urgence le 1er avril, lorsque le premier drone a été repéré. Le CIC est le centre névralgique du porte-avions. Une salle remplie d'écrans radars, de détecteurs de danger, de communication et de marins prêts à faire face à un ciel rempli de mauvaises décisions, sans fenêtre ni son. L'USS Mason, un destroyer lance-missile qui surveillait le côté tribord du porte-avions, était à l'origine du verrouillage radar. La vérification n'a pris que quelques secondes après l'apparition du drone sur le radar SPI-1 du système de combat Aegis. Ce n'était pas l'un des nôtres, ni un drone commercial, ni un drone inoffensif. La situation a rapidement dégénéré après cela. Armes dégagées, cible confirmée, alerté de combat. Le destroyer a tiré le premier. Un bang sonique a retenti sur la mer lorsqu'un missile SM-2 standard a été lancé dans le ciel. Ces missiles sont conçus pour détruire les avions à longue portée et les missiles de croisière. À 60 000 marins, il a localisé la cible et l'a détruite. Mais les Houthis n'avaient pas dit leur dernier mot. Afin d'échapper au radar du navire, un deuxième drone s'est approché plus lentement et plus bas, passant sous le champ du radar. Ce type de stratégie a déjà fait ses preuves sur des navires commerciaux, mais pas ici. Le système Phalanx CUS s'est mis en action sur le Truman. La décision de la marine d'équiper une tourelle rotative d'un canon automatique et d'y intégrer un radar a donné naissance au Phalanx, également connu sous le nom de Sea-Wiz, sans intervention humaine. Cette bête à 6 canons peut suivre. Viceroy Tyrer, à une cadence de 4500 coups par minute. Il tire des projectiles en tungstène de 20 mm, soit 75 balles par seconde, un véritable mur de plomb. Une fois le drone détecté par le système, il n'y a aucun avertissement. Les silences, suivis d'un bruit de feu et d'un sifflement aigu. La menace était éliminée, le drone avait disparu et il ne restait que des éclats d'obus. La situation s'est encore intensifiée le 2 avril. Cette fois-ci,
Il s'agissait clairement d'une tentative de surcharger le réseau de défense. 4 drones ayant pénétré dans l'espace aérien depuis différentes directions. Cependant, le Truman n'était pas seul, il était escorté. 2 autres SM-2 ont été tirés par l'USS. Un drone a perdu le contrôle et s'est écrasé dans l'eau après avoir été bloqué en plein vol par un Growler de l'escadre aérienne du Truman. Le dernier drone du groupe, qui était le plus rapide, est arrivé à moins de 15 miles. Il était dangereusement proche, mais une fois de plus, le bouclier interne du porte-avions est resté intact. Les lanceurs ESSM se sont mis en ligne. Les intercepteurs à courte portée comme le missile Sea Sparrow amélioré sont conçus pour des situations précises où chaque seconde compte. L'ESSM a explosé en plein vol après avoir percuté la cible moins de 2 secondes après la détection. Aucun membre d'équipage n'a paniqué ou manqué une étape pendant toute cette épreuve. Ce n'est pas sans raison que la marine s'entraîne quotidiennement à ce genre de situation. Temps de reaction. Tactiques de défense à plusieurs niveaux. Exercices de combat. Ces marins ne se contentent pas de réagir. Ils agissent par réflexe. Pendant ce temps, l'escadre aérienne du Truman restait en alerte. Les FA-18 Super Hornets étaient ravitaillés et armés. Les Growlers continuaient à émettre des signaux de brouillage. À 25 000 pieds au-dessus du sol, les Hawkeyes ont coordonné l'ensemble de l'engagement. De plus, les pompiers étaient prêts sous le pont au cas où quelque chose tournerait vraiment mal. Les postes médicaux étaient prêts et les unités de contrôle des avaries étaient en attente. Parce que la redondance est indispensable à la survie lorsque l'on dérive dans des eaux hostiles. Ces systèmes ont dominé. Ils n'ont pas simplement fonctionné. Avant qu'un drone ne puisse atteindre une distance de frappe, ils ont tous été interceptés. Aucun dégât. Aucune victime et aucune alarme qui ne soit prête. C'est tout. Les vagues ont emporté des morceaux de métal tordus, envoyant un message très clair à quiconque regardait. Mieux vaut apporter plus que des drones bon marché si vous voulez vous attaquer à un porte-avions. Mais n'oublions pas l'aspect psychologique. Le Truman a humilié ses assaillants en plus de se défendre. Chaque drone intercepté a renvoyé à son point de lancement un message silencieux indiquant son échec. Chaque coup tiré a servi d'avertissement. Les porte-avions américains ne se contentent pas de flotter. Ils ripostent, et ils ripostent violemment. Si vous étiez à la tête des équipes de Drone Houthis, tenteriez-vous à nouveau votre chance? Ou est-ce un désir de mourir? Nous aimerions connaître votre plan de guerre. Alors n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à ce qu'ont fait les États-Unis une fois la fumée dissipée. Parce que la défense n'est pas le seul rôle de la marine. Si vous le pensiez, détrompez-vous. La marine allait simplement éliminer les drones du ciel et continuer comme si de rien n'était. Car les gants ont été jetés après les attaques des 1er et 2 avril. Les ordres d'attaque ont été rédigés quelques heures après que le dernier drone ait été incinéré en vol. Les sites de lancement probables des Houthis dans l'ouest du Yémen, dispersés dans des régions désertiques isolées et sur des crêtes côtières, ont été identifiés par des satellites de reconnaissance et des drones de surveillance. Il s'agissait de sites fortifiés, camouflés, et certains étaient même intégrés à des infrastructures civiles. Ce n'étaient pas seulement des rampes de lancement temporaires. C'est toutefois cet élément que les Houthis n'ont pas pris en compte. Le Harry S. Truman est une formidable force d'attaque en plus d'être un aérodrome flottant pour la défense. Les porte-avions allaient désormais frapper les premiers plutôt que d'attendre d'être attaqués. L'appel a pris fin à 4 heures le 3 avril. Le lancement du paquet Bravo a été donné et les cibles ont été vérifiées. Une douzaine de F-18 Super Hornets ont été disposés en formation sur le pont d'envol, leurs ailes chargées de missiles AGM-88, HARM et de JDAM de précision, leurs moteurs vrombissants. Le porte-avions était illuminé comme un second lever de soleil par les post-combustion, mais il faisait encore nuit. Le groupe d'attaque n'était pas non plus pris au dépourvu. Une surveillance en temps réel était assurée par des MQ-9 Reapers, des E-2D Hawkeyes et des avions de renseignement.
La marine souhaitait simplement éliminer soigneusement la menace à sa source plutôt que de se lancer dans des représailles. Les installations de stockage de drones près de Hudaida ont été la cible de la première série d'attaques. Des explosions secondaires confirmées ont provoqué l'incendie d'équipements électroniques, d'explosifs et de carburant. Ensuite, afin d'éliminer les lanceurs mobiles qui étaient suivis vers l'intérieur des terres en direction de Taïs, une percée à grande vitesse a été effectuée dans l'espace aérien contrôlé par les Houthis. Dans le même temps, des missiles de croisière Tomahawk ont été lancés depuis des cellules de lancement verticales à bord de destroyers américains dans le golfe d'Aden. Avant de s'écraser sur des installations radars et des centres de commandement chargés de coordonner les frappes de drones, ils ont parcouru des centaines de kilomètres. Il s'agissait d'un message gravé dans le sol yéménite, et non d'un conflit. Le Pentagone a publié une déclaration succincte mais sans ambiguïté. Toute attaque contre nos forces sera suivie d'une réponse résolue des États-Unis. Nous détruirons les menaces avant qu'elles n'atteignent nos navires, mais nous ne cherchons pas le combat. Cependant, il ne s'agissait pas uniquement d'une réaction américaine. Harry S. Truman avait des alliés qui travaillaient avec lui. Annoter, un destroyer de la Royal Navy britannique, et la frégate Alsace de la marine française ont été mis en état d'alerte maximale. En coopération avec les États-Unis, ils ont tous deux patrouillé l'espace aérien adjacent et fourni des données de détection. Des ressources navales. Imaginez une alliance navale mondiale coordonnant en temps réel des contre-attaques et la défense contre des drones depuis des eaux étrangères. C'est cela. La projection de puissance. De retour sur le Truman, l'atmosphère était tendue et concentrée. Rien que du professionnalisme. Pas de danse de la victoire. Les pilotes ont été réarmés et ont reçu un débriefing après leur mission. Pendant que les équipes de commandement mettaient à jour les cartes des menaces, le personnel de ponte nettoyait les catapultes. Pas de temps mort, car une nouvelle attaque est toujours possible lorsque l'on se trouve dans des eaux hostiles. Soyons réalistes. Il ne s'agissait pas seulement d'assurer la sécurité du Truman. Ces eaux sont empruntées par le transport maritime mondial. Petrol, denrées alimentaires, cargos et pétroliers. Chaque semaine, des milliards de dollars sont échangés dans la mer Rouge. Si les Houthis parvenaient à faire de cette zone une zone interdite, les répercussions économiques seraient considérables. C'est pour cette raison que la marine a riposté. Et durement. Car si un drone est autorisé à passer aujourd'hui, 10 autres suivront demain. Car nous allons maintenant examiner la situation dans son ensemble. Quel est l'impact sur la sécurité internationale? Que se passerait-il si le drone suivant parvenait à passer? Examinons les conséquences. Les ponts s'étaient refroidis et les frappes avaient pris fin. Mais la tension était toujours très vive. La région n'est pas immédiatement revenue au calme après la riposte américaine du 3 avril. Déjà considérée comme une poudrière géopolitique, la mer Rouge est devenue encore plus complexe. Car le message n'est pas seulement adressé aux assaillants. Il résonne dans le monde entier lorsqu'un super porte-avions est pris pour cible et que des drones commencent à tomber du ciel. De plus, il ne s'agit pas d'une attaque isolée. Soyons clairs, les Houthis se sont montrés plus audacieux. Attaquant toutes, des navires commerciaux dans le détroit de Bab el Mandab aux infrastructures pétrolières saoudiennes. Mais sans prendre O.S. Truman. Un navire aussi redoutable? L'enjeu était encore plus grand. Cela envoyait le message qu'aucun navire n'était à l'abri, quelle que soit sa taille ou son niveau de défense. Mais ce n'est pas encore fini. La tension reste vive en mer Rouge. La prochaine vague de drones pourrait être plus intelligente, plus rapide et plus meurtrière. La marine est consciente que le champ de bataille évolue. Cependant, un combat d'après l'autre. Les forces de défense sont en train de gagner et ne se contentent pas de tenir bon. Pensez-vous qu'un affrontement majeur en mer Rouge est imminent si les tensions continuent de monter? Ou la paix sera-t-elle maintenue par la seule dissuasion? Nous aimerions connaître votre opinion. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Pour ne pas manquer le prochain article, cliquez sur « J'aime »
Abonnez-vous pour obtenir des analyses militaires plus approfondies et appuyez sur la cloche de notification si vous avez aimé cette analyse. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas qu'il ne faut jamais parier contre un porte-avions américain.